Bonsoir à tous, le talk des vacances, c'est votre rendez-vous en semaine sur la FTV, la télé sans filtre. Et vous ne le manquez jamais, vous faites bien d'ailleurs. Bonsoir à la team sur le plateau. Salut. Daouda Koulibaly, Sa Majesté. Manuela Pokossi Koulibaly. Kevin Aubin. Bonsoir. Et Isabelle Vauvor, que nous allons retrouver justement pour le journal télévisé dans lequel elle nous développe les points essentiels de l'actualité. C'est parti. Bonsoir à tous, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On est en plein milieu de semaine, mercredi 10 août, et voici les titres de ce journal. Le collectif des propriétaires des points de vente Mobile Money a lancé un mot d'ordre de grève de 3 jours. Point de la situation des 49 militaires ivoiriens emprisonnés à Bamako et un tour à l'international avec le Front national pour la défense de la Constitution qui dénonce la gestion unilatérale de la transition par la junte en Guinée. Mais commençons tout de suite par le sort des soldats ivoiriens interpellés à l'aéroport de Bamako qui reste encore au cœur des discussions diplomatiques ouest-africaines. Dans l'affaire des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali, le président togolais Faure Gnassingbé et son ministre des Affaires étrangères Robert Dussé s'efforcent d'ouvrir un deuxième round de négociations à Lomé. Après la première session qui s'est soldée par un échec, outre la médiation togolaise, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara compte sur Macky Sall au nom de l'Union africaine et Umaro Sissoko Embalo au nom de la CEDEAO pour trouver une issue favorable. Ce dossier est également suivi de près par la Nigériane Aminata Mohamed, vice-secrétaire générale de l'ONU, qui est en contact régulier avec les autorités maliennes. La Côte d'Ivoire juge que ces 49 militaires ont été injustement arrêtés le 10 juillet dernier et accusés par des militaires maliens au pouvoir d'être des mercenaires cherchant à déstabiliser leur pays. Le collectif des propriétaires des points de vente Mobile Money a lancé un mot d'ordre de grève de 3 jours à compter du mardi 9 au jeudi 11 août sur l'ensemble du territoire national. Près de 200 000 points de vente sont concernés par cette fermeture. En cas de non-satisfaction après cette opération, le secrétaire général entend prendre des mesures plus rigoureuses, à savoir l'officialisation des 100 francs CFA de commission ou encore l'élaboration d'une nouvelle grille tarifaire. À travers cette grève, le collectif des points de vente veut attirer l'attention des opérateurs de téléphonie mobile et des autorités sur la question de leurs commissions qui connaissent une baisse depuis un bon moment. En avril 2022, l'association avait menacé d'entrer en grève avant la suspension du mot d'ordre suite à des discussions avec les maisons de téléphonie. Et hier, c'était une journée difficile et douloureuse pour les familles des 21 personnes décédées de ce violent accident du 1er août sur la route d'Alépé. 8 jours après le drame, les familles se sont rendues à la morgue d'Anyama pour la levée de corps avec leurs proches décédés. Dévastées par cette brusque disparition, ces familles ont été soutenues par Miss Belmondo Dogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, qui a assisté au cérémonial. Plus de précisions dans ce reportage de Tchelina Soro, commenté par Félicien Biaou. Unsho Alan, Akafu Kwasi Eugénie, Brouaka Marcel, Atsen Yaopakam, Nyangwa Yapi Gildas. Ce sont là quelques visages des 21 victimes de l'accident meurtrier qui s'est produit le 1er août dernier sur la route d'Alépé. Aujourd'hui, 8 jours plus tard, les familles se sont rendues à la morgue d'Anyama pour la levée de corps de leurs parents, amis et frères. À la vue des cercueils qui sortent de l'antichambre, les proches des défunts peinent à contenir leur souffrance. Des larmes de douleur, de résignation, de désespoir, la souffrance de perdre un être cher. Kwadjo Kwasi Mangwa témoigne pour la famille Robert Tano. Une famille décimée par cet accident et qui demande l'aide du gouvernement pour s'occuper du père de famille encore hospitalisé au CHU de Cocody. Au cours de l'accident, la femme est décédée, son petit frère est décédé, ses 2 filles sont décédées. C'est resté le papa plus le petit garçon qui ont été évacués au CHU. Mais arrivé au CHU, par la grâce de Dieu, hier avant-hier, le petit est sorti
Mais le père a besoin d'une opération. On devait le faire rentrer au bloc. Il n'y avait pas suffisamment d'argent. Il fallait 820 000 pour le faire rentrer au bloc. Donc vraiment, on lance un appel à l'État. C'est vrai, ils ont fait beaucoup. Mais le père, il a envie encore. Mais il a besoin de soutien financier. Vous savez, aujourd'hui, à l'hôpital, si tu n'as pas les moyens, vraiment, ce n'est pas facile. La ministre de la Solidarité, Miss Belmondogo, venue soutenir les familles à cette levée de corps, avait à ses côtés le maire d'Anyama et les autorités préfectorales. Les familles éplorées expriment leur gratitude au gouvernement. Madame la ministre de la Solidarité n'a ménagé aucun effort. Elle a été au quotidien avec nous, avec ses collaborateurs. Chaque jour, nous nous sommes appelés pour coordonner l'organisation pratique des obsèques de nos parents. Et nous tenons à leur dire merci. Merci à la communauté villageoise d'Atiekwa qui est restée sereine face à ce drame. À tous les chefs coutumiers de la région d'Anyama, au collectif des chefs d'Anyama et Bofo-Doumé et tous ceux qui ont bien voulu nous accompagner dans ce deuil. Ce énième drame qui vient encore interpeller les usagers de la route sur les dangers de l'imprudence. Pour rappel, un autre accident avait fait des victimes à Konafla sur l'axe Yamsokro-Sinfra, occasionnant 16 décès et portant à 37 le nombre de morts pour la seule journée du 1er août 2022, selon le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Le présumé meurtrier de Clément Nourrisson, un citoyen français en fonction à Abidjan pour la société Bouygues Construction, a été arrêté par la police judiciaire ce lundi. Il encourt l'emprisonnement à vie, a indiqué le procureur de la République dans un communiqué. L'enquête ouverte par les éléments de la direction de la police criminelle a permis de savoir que la victime a été abattue dans la nuit du 17 au 18 juillet dernier après un dîner dans un restaurant. Les investigations ainsi que les auditions des témoins ont permis d'appréhender l'un des mis en cause, en l'occurrence le nommé Alcim alias Cass. Sur indication de ce dernier, les officiers de la police judiciaire se sont transportés dans la commune d'Adjamé aux fins de procéder à l'interpellation du second individu, le nommé Moussa. La riposte a permis de le neutraliser. Le procureur de la République a fait savoir que le nommé Alcim sera déféré aujourd'hui au parquet. Le Front national pour la défense de la Constitution, qui dénonce la gestion unilatérale de la transition par la junte en Guinée, a été dissous hier par un arrêté du gouvernement. Cette décision intervient alors que le collectif préparait une manifestation. La coalition a été à l'initiative des manifestations les 28 et 29 juillet dernier, interdites par les autorités et où 5 personnes ont été tuées, dénoncer la gestion unilatérale de la transition par la junte. Outre l'ouverture d'un dialogue crédible avec les acteurs politiques et la société civile, le Front national pour la défense de la Constitution exige de la junte la libération sans condition de tous ces militants arrêtés lors des dernières manifestations. Merci de votre fidélité au JT. Filles de maison, comportement et conditions de travail, on en parle sur le plateau du Talk. À tout de suite. Merci Isabelle, merci beaucoup. Rejoins-nous sur ce plateau. Alors des situations choquantes avec le personnel de maison, les nounous, cuisinières et ménagères. Certaines subissent des brimades qui leur sont fatales, d'autres commettent des violences sur les enfants dont elles ont la charge. On fait le détail de tout ça dans Ça fait l'actu. Filles de maison, comportement et conditions de travail, c'est notre sujet du jour. Et on s'en souvient, le 3 juillet 2022, donc dans la commune d'Abobo, une jeune fille de maison âgée seulement de 20 ans, accusée de vol sur un montant de 100 000 francs CFA, a été battue à mort par sa patronne, aidée de certains membres de sa famille. Vos avis sur cette question? Dans quelles conditions travaillent-elles ces filles? Kevin Aubin? Quelles conditions? Enfin, il y a des filles qui travaillent, on le sait, dans des conditions totalement déplorables. Mais moi, je pense que les filles de maison sont totalement marginalisées. C'est surtout qu'on a une considération, j'en fais pas partie, mais plein de personnes ont une considération assez anémique de leurs prestations, alors qu'en vrai, c'est un vrai métier. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui engagent, qui recrutent des filles de maison pour un salaire de 50 000 francs par mois. Et encore, je suis gentil, la plupart du temps, en moyenne, c'est 30 000. Et ces patrons la font comprendre implicitement ou explicitement à ces filles-là qu'elles doivent s'estimer heureuses de percevoir un salaire de 50 000. Le SMIC en Côte d'Ivoire s'évalue à 60 000 francs CFA.
Ça veut dire en fait que ces filles-là ne sont même pas rétribuées au SMIC, alors qu'on le sait tous, une fille de ménage ou de maison se tue à la tâche tous les jours. Elles ne connaissent pas de week-end, elles ne connaissent pas de repos. Au contraire, elles travaillent 2 fois plus le week-end du fait de la présence de toute la famille. Donc, en Côte d'Ivoire, on a des travailleurs qui sont rémunérés au-delà du SMIC, alors qu'ils boulonnent 5 jours sur 7, quand des filles de maison bossent 7 jours sur 7 et elles gagnent leur vie 2 fois moins. Moi, je trouve en fait que c'est d'un cynisme et c'est totalement choquant. Moi, ça me choque. C'est ton avis, Manuela? Oui, bien sûr, je partage. Alors, il y a des cas où ça se passe bien, mais malheureusement, ils sont minoritaires. Kevin a raison. Il y a les conditions de travail, comme il le dit, et puis la pénibilité du travail. Nous, on a une expression au Cameroun qui dit, à partir du moment où tu es parent ou quand tu rentres à la maison, en tant que parent, tu commences le travail sans salaire. Sans salaire, pourquoi? Parce que ces femmes-là qui travaillent à la maison, en réalité, tout ce qu'elles accomplissent, c'est difficile de le quantifier en termes de charges, en termes d'horaires, en termes de temps. On ne sait pas combien elles en passent et on a tendance à négliger ça dans l'inconscient collectif. Et ensuite, comme tu le disais, Kevin, les salaires sont peu attrayants. Il n'y a même pas la norme, le minimum, comme l'exige la loi. Et souvent, ils sont fixés selon le bon vouloir en fait, de l'employeur. Donc, c'est au petit bonheur la chance. Celui qui a de la chance de tomber sur de bons employeurs peut avoir un bon salaire, mais ce n'est pas toujours le cas. Je pense qu'après, bon, dans l'inconscient collectif, il y a cette pratique-là aussi. Il y a eu l'émergence de la middle class, qu'on appelle la middle class, la classe moyenne en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est plus seulement les boss, entre guillemets, qui emploient le personnel de maison. Il y a cette classe moyenne-là aussi, qui n'a pas forcément les moyens des plus aisés. Mais qui a besoin de personnel de maison. Mais qui en a besoin, tout à fait, parce qu'il y a des enfants à la maison, il y a des choses à faire, il n'y a pas le temps, c'est ça. Et cette middle class, justement, elle est parfois en plus c'est difficile de négocier avec elle. Donc non, c'est une situation déplorable. C'est difficile. Quand elle parle de middle class, tout dépend donc, du salaire moyen donc, de chaque foyer. C'est exactement ça. Isabelle, quel est ton avis? Déjà, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, on a 90% de personnes, en tout cas, qui font ce métier-là, en tout cas de femmes de ménage ou d'hommes de ménage, et qui n'ont pas de couverture sociale. Donc, elles ne sont pas couvertes, en fait, en tout ce qui concerne les maladies. Voilà, les maladies. Comment est-ce que je vais Ce genre de situation qu'on déplore à Bobo. Exactement, les accidents du travail, etc. Il faut savoir aussi que ce métier est pratiqué par 75 millions de personnes dans le monde, dont 3 quarts sont des femmes. Voilà. Et puis moi, j'ai envie de dire, c'est vrai, au niveau du salaire, elles perçoivent pour la plupart du temps entre 30 000 et 50 000 francs CFA. C'est vrai que c'est peu par rapport à la pénibilité du travail qu'elles font, par rapport même à l'engagement qu'elles ont au niveau de la maison, parce qu'il faut aussi leur faire confiance. Quand on leur ouvre en fait notre intimité, on leur confie nos enfants. Voilà, il faut leur faire confiance par rapport à certaines choses. Mais c'est relatif aussi au salaire que la personne qui embauche ces filles de ménage-là ont, leur capacité en fait de pouvoir les payer pour le travail qu'elles font. Et selon les tâches qu'elles ont donc à accomplir à la maison. Exactement, aussi, donc ce n'est pas forcément évident, mais bon, comme on a bon espoir aujourd'hui, il y a eu le discours du président le 6 août où il y aura une revalorisation donc, du SMIC. Donc j'espère en tout cas qu'on pourra élever le niveau et surtout pouvoir respecter au niveau de ces personnes qui travaillent à la maison, respecter en tout cas la barre du SMIC les concernant. Daouda? Bon, en fait, je suis parfaitement d'avis avec Kevin quand il parle de la situation des personnes, du personnel domestique en fait. Mais il faut dire qu'en réalité, il y a plus d'1 million de personnes qui, comment on appelle ça, qui travaillent comme servantes, nounous, chauffeurs et autres dans les foyers. Et je pense que la loi Djaratou avait en son temps essayé de trouver une bonne situation à ces personnes-là. Mais en 2014, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. La loi est pratiquement passée à la trappe. Voilà. Mais n'empêche que j'aimerais faire un peu l'avocat du diable parce que, qu'on le veuille ou non, c'est vrai, on veut une bonne situation pour ces personnes. On a parlé de 30 000, de 40 000, de 50 000. Très bien. Mais ces filles de maison, en réalité, quand elles perçoivent 50 000, généralement, elles sont traitées comme des enfants de la maison, en fait. Donc, elles vivent là, elles mangent là, elles sont, comment on appelle ça, elles ont certaines conditions dans ces foyers-là. Que tu juges bien ces conditions. Relativement bien, mais je veux dire, techniquement, les personnes qui sont sans considération à l'endroit de, comment on appelle ça,
des personnes qui travaillent dans la maison. En fait, je trouve que c'est une question d'éducation, en fait. D'accord. Moi, j'aimerais que je revienne sur la loi Adjaratou dont tu parlais. Qu'est-ce que tu en sais de cette loi Bon, la loi, en fait, en son temps, la loi Adjaratou, en fait, fixait les conditions de travail des domestiques et portait organisation des agences de placement des travailleurs domestiques, en fait. C'était le but de cette loi-là. Okay. Voilà. Mais malheureusement, on ne sait pas, parce qu'il y a eu le débat à l'Assemblée nationale. D'accord. Le même débat que nous sommes en train de faire ici, le débat a lieu à l'Assemblée nationale. Il y a même eu des députés qui ont dit qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils ont souvent 4 personnels de maison qu'ils payent peut-être à 50 000. Mais la personne vit chez moi. Elle vit chez moi, elle consomme l'électricité chez moi, elle consomme pratiquement tout chez moi. Donc, si je dois ajouter tout ce montant à son salaire, ça devient compliqué en fait. Donc, je ne sais pas si c'est ce qui a fait que la loi est passée à la trappe, mais ça n'a jamais été voté. D'accord, maintenant, quand je dis dans quelles conditions travaille-t-elle, on va revenir sur les conditions de recrutement. Aujourd'hui, nous savons que il est dans le secteur donc de l'informel. Dans quelles conditions on les recrute? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Non, mais comme tu dis, majoritairement, je pense qu'ici en Afrique, c'est l'informel, c'est du bouche à oreille. Généralement, on se recommande. Je sais que ça se fait des agences qui existent. Alors, j'y arrive, mais pour le secteur informel, ça se fait beaucoup du bouche à oreille, d'une femme à une autre, d'une maman parfois à une autre quand il s'agit des nounous, ce genre de choses. Et après, oui, il y a le secteur informel, le secteur formel, pardon, il y a des agences spécialisées, mais il y en a très peu. Et c'est très intéressant parce que ces agences-là qui servent d'intermédiaires, déjà, je pense que c'est important de dire aux gens, quand vous faites appel à du personnel de maison et que vous passez par une agence, évitez les petites annonces bizarres sur Facebook, ce genre de choses. Appelez, déplacez-vous, allez voir, rencontrez ces personnes, recevez-les ou rencontrez-les dans un endroit neutre, demandez le feedback comme on le fait quand on se fait recruter et qu'on envoie son CV et qu'on a les références. Qui a déjà recruté, via une agence? Parce que je voudrais que tu ailles tout droit sur la question que je pose. Elles sont recrutées, même ces agences demeurent dans le secteur informel, d'autant plus qu'elles ne sont pas déclarées. Déjà, elles ne sont pas toujours déclarées. Mais voilà, c'est des petits magasins au coin d'un marché où les filles sont rassemblées devant. C'est vrai, mais il y en a aussi des agréés. Il y en a des agréés. Il y en a des agréés. Oui, il y a d'ailleurs une, je ne peux pas citer le nom, mais une des agences comme ça, beaucoup connue, qui se situe à Yopougon. Et son directeur faisait un constat. Il disait justement, lui, ce qu'il constate, c'est qu'on parlait tout à l'heure de la middle class qui émerge. La demande en termes de personnel domestique de maison augmente. Elle ne fait qu'augmenter, elle. Par contre, on a une diminution de ce personnel-là. On a de moins en moins de personnes qui viennent travailler. Il expliquait qu'avant, on pouvait recruter, je crois, 15 à 20 filles par semaine avant, alors qu'aujourd'hui, c'est 6-7. Et encore, quand elles viennent, elles ne durent même pas chez les clients, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment problématique. Ouais. D'accord. Daouda, si tu en as... Pardon, Kevin. Mais justement, je voulais revenir... Est-ce que tu as une idée du recrutement? Quelles sont les questions qu'on pose quand tu vas dans une agence? Comment ça se fait, le recrutement? Moi, personnellement, franchement, te dire que j'ai une idée serait malhonnête parce que j'ai jamais recruté de filles de maison. Mais justement, je voulais revenir sur le point évoqué par Daouda, notamment sur le fait que les filles de maison vivent dans la maison et qu'elles sont nourries, elles sont logées, blanchies, hébergées. Tout ce que tu veux, mais ça ne justifie pas le maigre salaire d'Aouda. Tu sais pourquoi? Je te prends au mot. On faisait un débat sur justement le fait de la répartition des charges dans un foyer entre l'homme et la femme. Et toi, Daouda, tu as dit que toi, dans ta maison, tu prends tout en charge parce que tu ne peux jamais payer, tu ne pourras pas arriver à rétribuer ta femme pour tout le travail qu'elle abat dans la maison. Je suis d'accord. On est d'accord. Je l'ai dit, ouais. Un travail qui implique le ménage, la cuisine, s'occuper des enfants. Donc, c'est ce qu'elles font, ces filles-là, en vrai. C'est ce qu'elles font. Donc, ce n'est pas parce qu'elles vivent sous ton toit que ça justifie 50 000 francs maximum de salaire. Moi, franchement, peut-être que vous allez me dire encore, ah mais Kevin, toi, tu as une vision très occidentalisée de la chose. Dites-le, je l'assume. Mais moi, je regarde ma caméra et je dis, si des gens sont dans l'impossibilité de rémunérer une fille de maison à sa juste valeur, parce qu'eux-mêmes, malheureusement, ils ont un salaire pas très alléchant, qu'ils s'en abstiennent. Franchement, parce que comme on dit communément, c'est aussi l'enfant des gens. Quand même, j'ai le droit au moins de lui porter la contradiction sur cette question. En fait, l'idée, c'est que Kevin, c'est que tu dois savoir, c'est vrai, comme j'ai effectivement dit que je ne peux pas rétribuer ma femme à la hauteur de ce dont on parle. Mais à la différence de toi, je vis dans un foyer et j'ai aussi recruté des gens aussi, en fait. Et donc, quand généralement on recrute, quand tu as des enfants, tu ne recrutes pas, la personne que tu recrutes pas la personne pour faire et le ménage, et, comment on appelle ça, et la vaisselle, et la lessive, et t'occuper de tes enfants.
généralement, tu as 2, souvent 3 nounous. Il y a une qui s'occupe des enfants, qui accompagne les enfants à l'école. Il y a une qui s'occupe de faire le ménage à la maison. Donc, généralement, le salaire que tu donnes, c'est un salaire qui est divisé de sorte à ce que chacune puisse s'en sortir. Mais là où j'entends qu'on appelle ça, ton cri de cœur, c'est qu'il y a certaines familles qui mettre tout ce poids, à la limite, sur une seule personne. Donc on est d'accord. Et c'est pour cette raison que, dans mon propos liminaire, je te disais que c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation parce que, estime-toi, la personne que tu embauches chez toi, ce que tu ne peux pas faire à ton enfant, ne le fais pas à l'enfant des autres. C'est clair. Et c'est pour cette raison qu'on dit la même chose, sauf que j'ai dit, il faut nuancer les propos, en fait. Voilà, il faut nuancer, parce que là, sur le coup, tu as été très péremptoire, en fait. Oui, c'est pourquoi il dit, sois nuancé, parce que toutes les familles ne sont pas comme ça. D'accord. Isabelle Vauvort. La mienne en première. Alors, moi, j'ai jamais recruté, en tout cas via une agence, mais plutôt dans l'informel. Et la première des choses qu'on fait, c'est soit par du bouche à oreille ou alors recommandation que quelqu'un t'envoie à la personne. Quelles sont les informations que tu prends? Mais alors, la première des choses, c'est d'abord de connaître son nom, faire la photocopie de sa pièce d'identité, l'accompagner chez elle, voir où est-ce qu'elle habite, en tout cas avoir un contact en fait assez intime avec elle pour savoir en cas de problème, en cas de vol ou peu importe, on puisse avoir en fait un référent. Voilà. Parce que la plupart du temps, elles viennent de l'intérieur du pays. Il y en a qui n'ont pas de parents à Abidjan, elles disent. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Mais au moins, si on a la pièce d'identité avec soi, un numéro de téléphone aussi d'un de ses parents, c'est déjà le minimum, le B.A.-ba. Après, au niveau des salaires, bon, moi, je vais prendre mon cas à titre personnel. Moi, je donne 30 000 francs à ma femme de ménage. Non, attendez, mais encore une fois, ça dépend de ce qui se fait. C'est-à-dire qu'elle vient 2 fois par semaine. Donc elle vient 2 fois par semaine, c'est une demi-journée. Elle gère son temps, soit elle vient le matin, ou alors elle vient l'après-midi, c'est elle qui voit. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête seulement au montant, il faut qu'on voit aussi la pénibilité du travail, le temps de travail, etc., qui doit être corrélé donc au salaire qu'on lui donne. Mais un jour, je suis rentrée à l'improviste à la maison, aux horaires auxquels elle ne s'y attendait pas. Et j'ai découvert qu'elle s'était fait un petit paquet, c'est-à-dire elle avait pris du savon, elle avait pris du riz. Voilà, elle avait pris un peu de condiments, tout ça, et puis elle s'était fait un petit paquet. Donc j'ai vu ça et j'ai fait comme si je n'avais pas vu. Donc, parce que la situation était tellement gênante, donc je l'ai laissée partir. Elle a fini le ménage, elle est partie. Seulement quand elle part, moi je demande conseil parce que j'étais tellement choquée, je me suis dit mais face à une situation pareille, comment est-ce qu'on doit réagir? Et là, j'ai pris conseil Tu es à 100% sûr que ce sont tes affaires qu'elle a... Oui, bien sûr. D'accord. Mais c'est 30 000 là. Si tu donnais plus. Mais elle travaille 2 fois dans la semaine quand même, Kevin. S'il vous plaît. Elle travaille que 2 fois dans la semaine. C'est un témoignage. Moi-même, là, c'est un beau témoignage de ton histoire. On la laisse terminer. C'est une situation assez délicate. Donc, je demande conseil. Je dis, mais dans ce cas de figure-là, qu'est-ce que je fais? Et la personne me dit, mais vire-la de la maison. Parce qu'en fait, elle va te voler petit à petit. Peut-être là, c'est parce que tu l'as surprise, mais peut-être qu'elle a déjà volé précédemment. Tu as tes habits, tu as beaucoup de choses. Donc, tu ne peux pas lui faire confiance. Quelqu'un qui t'a volé une fois peut te voler une deuxième fois. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, en fait, peut-être que c'est moi le problème. Je me suis dit, peut-être que c'est moi le problème. Donc, je ne l'ai pas viré. Ce que j'ai fait, c'est que chaque fin de mois, je lui donne son salaire, mais je donne un sac de riz, 1 kilo de viande, quelque chose en plus. Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus ce rapport distant-là. Voilà, c'est-à-dire qu'elle est tellement respectueuse et en tout cas, j'ai plus de cas de viol, de vol avec elle. Voilà. Donc, en fait, c'est aussi pour sensibiliser les uns et les autres. C'est une femme de cœur. C'est aussi pour sensibiliser les uns et les autres, pour leur dire, il y a certaines valeurs aussi, quand on a une femme qui vient travailler à la maison ou un homme qui vient travailler à la maison, des valeurs de solidarité, d'humanité. Il y a des gens qui vont, par exemple, au restaurant avec leur famille, etc., avec la nounou à côté, et puis ils la mettent sur une table à l'extérieur là-bas. Elle n'a même pas de quoi manger. Je dis, il y a beaucoup de frustrations qui font aussi que souvent, certaines personnes qui travaillent chez soi, en tout cas chez vous, vont s'adonner en fait à des choses qui ne sont pas forcément saines, quoi. Voilà. D'accord. Manuela Pocosi, tu as une réaction? C'est tellement vrai, dans le prolongement de ce que dit Isabelle, parce que c'est des personnes, au final, en tout cas à la maison, moi je catégorise, je sépare les tâches comme expliquait Daouda. Il y a une personne, par exemple, pour les enfants, les nounous, une personne pour ceci, cela, et c'est des gens, en fait, au final, quand on réfléchit, qui ont nos vies entre leurs mains. La personne qui te prépare à manger est susceptible de t'empoisonner, la personne qui fait ton lit est susceptible, donc on a tout intérêt, c'est clair, à ce que ça se passe bien. Et puis la responsabilité n'est pas que des côtés de l'employeur, il y a aussi, oui, des gens malhonnêtes, mais parfois pas pour les mauvaises raisons. Mais je voulais rebondir
rebondir sur ça, Isabelle, parce que tu disais qu'il y en a certaines, parfois, qui n'ont... Ces jeunes femmes-là, elles se retrouvent aussi dans des situations où elles n'ont plus de vie. Elles n'ont plus de situation, elles n'ont plus d'avenir, parce qu'elles donnent toute leur vie à leur famille. Pour faire le parallèle avec un pays qu'on connaît bien, les Libanais, par exemple, là-bas, on parle même pas... Alors, on parle l'ONU, je vais dire je suis désolée parce que je suis un peu dépassée par l'expression même. L'Organisation internationale du travail et les Nations unies parlent de servitude ou bien d'esclavage moderne. Moi, j'ai envie de parler même carrément de trafic humain, parce que ça porte pas un autre nom, c'est pas autre chose. Et là-bas, si vous voulez, pour vous expliquer simplement, au Liban, elles représentent, ces travailleuses domestiques, 70 à 80% des femmes là-bas. Elles sont issues majoritairement d'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et d'Asie. Et là-bas, en fait, si vous voulez, elles sont appelées les kafalas. Les kafalas, en fait, à l'origine, c'est une ancienne tradition qui ressemble à l'adoption et où on donnait la tutelle, la responsabilité de la tutelle d'un enfant à quelqu'un de la famille ou pas. Là-bas, c'est ce qu'on fait avec les servantes. C'est-à-dire que quand une servante arrive même au Liban, c'est édicté dans la loi, limite ton employeur devient ton propriétaire, son nom est inscrit sur le passeport, il a même le droit et une image valant 1000 mots. Je ne sais pas si on peut passer juste l'extrait. On peut le faire. Voilà, je pense que ça dira tout. D'accord, on va à l'image. Derrière cette porte, des jeunes femmes venues d'Éthiopie, du Cameroun ou des Philippines attendent d'être appelées pour passer la douane. Celle qui vient travailler chez Nasmi est cette jeune fille au foulard rose. Elle s'appelle Mara. Elle est éthiopienne et a 20 ans. Son patron ne la connaît pas encore, mais il en parle comme d'une marchandise. Quand on va au marché acheter une pastèque, est-ce que vous savez ce qu'il y a à l'intérieur? Non. Quand vous la coupez, elle est rouge, blanche ou rose? Blanche, on ne peut pas la manger. Rose, elle n'est pas bonne. Voilà, donc inutile de vous dire que là-bas, c'est la violation totale des droits humains. On parle d'horaires de 5h à 22h, 7 jours sur 7, on le disait, et même plus. Elles ont l'interdiction parfois de se nourrir, de parler, comme disait Isabelle à la table. On va dire que ça, c'est un autre level. Voilà, on s'assied même pas, elles ne s'asseyent même pas parfois à la table. Dieu merci. C'est ça, des enfants. Et parfois, vous voyez les animaux de compagnie qui sont à côté et qui sont limite mieux traités. Et ça me conduit à une dernière statistique importante, bien qu'elle soit triste. Là-bas, on parle d'un suicide par semaine de ces femmes-là. C'est énorme. Ne supportant pas donc les brimades et toutes les violences faites contre elles. Revenons sous nos cieux. Écoutez, pour parler du personnel de maison en Côte d'Ivoire, pour ce qui concerne celles, parce qu'il ne faut pas toujours jeter donc, la pierre aux employeurs. C'est vrai, Kevin l'a souligné, vous tous d'ailleurs sur ce plateau, il faudrait donc revoir la situation salariale. Mais derrière, tout le monde attend donc l'évolution au niveau du public ou même du privé pour les employeurs, pour qu'ils soient donc suffisamment satisfaits financièrement pour pouvoir rehausser donc la valeur salariale de ce personnel de maison. Ça va venir. Mais dans ce groupe, il y a les servantes de maison qui se comportent très mal, telle la jeune fille, la jeune dame qui a disparu avec le bébé qu'elle surveillait. Qu'est-ce que vous en dites alors? Non mais après, il y va de la bonhomie de tout un chacun. Très bien. Il y a des personnes qui font preuve d'une cruauté affligeante et il y en a qui sont bien. Donc je veux dire en fait, on ne peut pas justement globaliser toutes les servantes. D'accord. Je veux dire, voilà, c'est des cas spécifiques, c'est des cas isolés. Pas tout le temps isolés quand même, attention, pas tout le temps isolés. Si je peux réagir dessus, parce qu'il y a un c'est pas toutes les servantes qui fuient avec des Non, mais il y a un bébés, phénomène en des ce cas moment isolés. qui est vraiment très, très criard. C'est que ça révèle un peu de la sorcellerie. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont marchander avec des servantes. C'est-à-dire, je te donne 1-2 millions et puis tu me donnes l'enfant. Après, ils vont aller faire certains sacrifices avec. Mais quand tu viens proposer 1-2 millions, voire 5 millions à une servante qui gagne entre 15 et 50 000 francs, mais elle est tout de suite en fait appâtée par ça. Donc, je veux dire, c'est de l'argent facile. Donc, qui va faire en sorte en fait que la femme de ménage va soit vendre l'enfant ou alors partir avec l'enfant quelque part. Voilà. Donc, en fait. Donc, tu expliques que ce sont les conditions salariales qui amènent ces filles à mal se comporter. Exactement. En tout cas, moi, c'est ce phénomène-là que j'ai vu, parce que moi, j'ai une amie qui en a fait les frais. Dieu merci, elle a pu retrouver son enfant. Mais ils ont proposé 5 millions à sa nounou pour qu'elle donne en fait le bébé. Oh. Oui. Et sa nounou n'est pas payée voilà, à la hauteur qu'il faut pour qu'elle puisse s'en sortir. Ok, mais en fait, moi, je veux dire, dès longtemps, je pense que je l'avais dit, il faut qu'on reste nuancé dans nos propos, en fait. En même temps qu'il y a des patrons qui sont méchants, véreux, vraiment remplis de vicissitudes,
il faut aussi dire qu'il y a des domestiques de maison qui sont aussi remplis de beaucoup de vicissitudes. Donc, c'est une responsabilité qui est partagée, en fait. C'est pour cette raison que dès l'entente, je dis, il ne faut pas généraliser, vous dire tous les patrons sont ceci, ils sont comme ça. La vidéo qu'on vient de voir tout à l'heure, il y a même des Libanais que je connais aujourd'hui qui ont commencé ici avec des filles, des Jordaniens et autres. Ils ont embauché ces filles à Abidjan. Quand ils vont en vacances, ils vont avec ces filles et ça se passe très bien avec ces personnes-là. Mais en même temps, il y a beaucoup aussi de filles qui ont de sales comportements, qui vont voler l'enfant des gens, qui vont frapper les enfants des gens, qui vont mal nourrir les enfants des gens. Vous comprenez? Donc, faut pas tout mettre, je veux dire, il ne faut pas tout mettre sur la condition salariale. Il faut aussi prendre en compte l'éducation de chaque personne. Parce que de la manière dont tu as été éduqué, si tu as été éduqué dans la violence, tu seras violent. C'est un secteur très important quand même, qu'il faut arriver donc à formaliser finalement. Il est très indispensable. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Non, Jean-Tonnet, je voulais juste terminer sur ce que disait Daouda, parce que c'était intéressant. Il n'y a pas que des mauvaises personnes, comme il disait, et j'allais dire, du côté de ces servantes-là, il faut le dire, ça change pourquoi aussi, parce qu'elles ont une meilleure connaissance aujourd'hui aussi de leurs droits, de leur salaire, elles savent davantage, elles sont mieux informées, elles savent davantage à quoi elles ont droit, donc forcément, elles sont plus exigeantes. Et après, il y a un autre phénomène qui est celui aussi des réseaux sociaux. Pour les plus jeunes, on y est tout exposé. Il y a du bon comme du mal sur les réseaux sociaux, c'est pas pour leur jeter la pierre, mais comme tous ces jeunes-là qui sont appâtés par la vie de luxe, la vie de machin, la vie de ceci, cela, ça peut pousser ceux qui ont, disons, les vertus les plus fragiles à s'adonner aussi parfois à ce genre de choses et à délaisser ce genre d'emploi parce que ça ne paye pas assez ou ce n'est pas un travail gratifiant. D'accord. Comment faire, Kevin, pour qu'elle soit mieux payée? Tu connais les conditions de vie en Côte d'Ivoire, pour les foyers que tu es arrivé donc, à classifier donc, dans l'un de tes propos, pour formaliser donc, ce secteur. Qu'est-ce que tu proposes? Non, mais déjà, je veux dire, un foyer qui ne gagne pas un salaire mirobolant ne pourra pas verser 250 000 ou 150 000 francs à une servante, soyons lucides. Ah, tu penses à 250 000, tu penses à ce salaire-là? Bah, pour moi, quand on travaille 7 jours sur 7, 150 000 francs, c'est assez normal, pour moi en tout cas. J'entends. D'accord. Mais de un, et de deux, en fait, comme Daouda l'a dit, il faudra aussi les traiter avec beaucoup d'humanisme. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça s'appelle fille de maison, ça s'appelle pas elle, le ça, mais l'appellation, j'entends. Mais en fait, c'est des filles qui sont très utiles. Je veux dire, il y a des mères seules qui vivent qu'avec leurs enfants, qui travaillent. Et ces filles-là, souvent, elles se substituent aux parents, même dans l'éducation. Elle n'officie pas qu'en tant que babysitter, mais aussi en tant que... sur les meilleurs. Ah, c'est une deuxième maman, mais c'est ce que c'est juste de dire, c'est Quand je une parle de deuxième meilleurs, maman. est-ce qu'on peut parler de la formation pour en trouver des meilleurs? Quand on va dans les agences qui sont informelles, occasionnellement installées, est-ce qu'on peut être sûr à un bon pourcentage de tomber sur des gens bien qui vont prendre soin de ses enfants? Tu peux pas, c'est pas une donnée scientifique. Il y va de la bonne foi de la dite servante. Très bien. Il y a des servantes qui sont rétribuées de façon très honorable, mais qui sont des pestes forcenées. Il y a des personnes qui sont foncièrement mauvaises. Il n'y a pas de formation spécifique à leur donner. Quand tu es mauvais, tu es mauvais. Enfin, je ne sais pas, non? Non, mais c'est ce que Daouda disait tout à l'heure, en fait. Ça dépend de chacun. C'est pourquoi je disais qu'en fait, Eric, il faut essayer de nuancer. Maintenant, de la formation dont tu parles, très bien. Tu n'as pas totalement tort. Et je pense que, je te parlais de la loi Jaratou. Je pense que pour moi, il faut changer le nom de la loi. Sur cette loi. Non, la loi Jaratou, non, la loi Jaratou, le nom, elle s'appelle la Jaratou, celle qui a porté la loi à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse voter, trouver une situation pour ces personnes-là, en fait. Mais, en fait, ils ont parlé de formation. C'est pour cette raison que dès le débat, quand on a commencé, ils ont dit, en fait, que eux, ils n'arrivent pas à comprendre. Parce que si aujourd'hui, tu me dis de payer une servante à 100 000, 150 000, il n'y a pas de problème. Je paye. Mais elle ne mange pas chez moi, elle ne boit pas chez moi. Il n'y a pas d'humanité. Parce que le SMIC dont on parle justement, il y a des gens qui travaillent au port qui sont juste payés au SMIC. Mais ils vont au port, ils finissent de travailler, ils rentrent chez eux. Donc, avec la servante, il n'y a pas de transport à payer. Quand tu regardes tous ces paramètres-là, quand ils calculent tout ça, c'est mieux. Je la paye à 100 000, mais elle ne reste pas chez moi. Mais tous les jours, il faut que tu pointes à 6 h du matin. Parce que nous tous, on travaille ici. On est pointé matin et soir. Très bien. Donc, il faut prendre toutes ces conditions-là en compte pour pouvoir avoir une bonne situation. Maintenant, pour revenir à ta question... C'est tellement important. Rapidement, pour terminer. Moi, ma proposition est la suivante. Mm. C'est de sensibiliser tout le monde. Très bien. Les servantes,
employeurs. On appelle ça les patrons Ouais. a un peu d'humanité. Et les recruteurs quand même, ceux qui ont les agences. Justement, d'une certaine façon. il y a toutes ces personnes-là. Parce Voilà. qu'au-delà de tout, je pense que Mme Koulibaly l'a dit, il est important de... Il est important de le dire de façon claire et nette. Quelqu'un qui te fait à manger, il faut avoir peur de la personne. Donc, C'est pas Manuela, c'est moi. donnez bien de l'argent aux gens, traitez-les bien avec humanité. Souvent, clair. tout n'est pas que argent. Souvent aussi, bien. c'est comment tu te comportes avec la personne. Ça C'est permet clair. à la personne d'avoir de bonnes conditions. Et puis, C'est un faut métier, analyser aussi. faut analyser, c'est un métier assez noble. Hein. Sous d'autres cieux, il y a une formation, un bon recrutement qui se fait. Donc on étudie les filles. On se dit, est-ce que toi tu es bien pour faire ce métier? Ton comportement, caractère, ton humanisme, tout ça, on regarde ça hein, avant de te placer dans une maison auprès des enfants des gens. Je pense qu'ici, en Côte d'Ivoire, cette loi à Djaratou devrait revenir donc, sur la table au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'elle puisse être votée et formaliser donc, proprement ce métier qui est noble. On a besoin d'elle, on a besoin du personnel de maison. On est ici au travail toute la journée, qui reste avec nos enfants, qui prépare pour nous si madame travaille, si monsieur travaille. C'est très important, donc il faut y penser. On va aller à la pub et on va se retrouver dans un instant donc, pour l'image du jour. Notre image du jour est celle de Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions de la Teranga du Sénégal, qui a répondu donc aux dirigeants du club de football, le célèbre Napoli. Aurelio de Laurentiis, on n'en a pas encore fini avec celui-là. Après la réaction du joueur sénégalais Kalidou Koulibaly, le président de la Fédération sénégalaise de football et le communiqué de la CAF, c'est Aliou Cissé, le sélectionneur qui réagit, qui s'indigne. Ok, jusqu'où peut aller donc cette situation donc, qui perdure. Tout le monde est fâché, mais là il dit qu'il essaie de se passer des joueurs africains. Qu'est-ce que vous en pensez donc de cette sortie? Non, mais je pense que c'est le débat qu'on avait avec notre expert l'autre jour et c'est la question qu'on lui posait. On lui demandait est-ce que le football, en tout cas occidental, s'il le veut demain, peut se passer véritablement des joueurs africains. Il nous a dit sur ce plateau que non, en fait, parce qu'ils sont parmi les plus performants. Ils sont parmi les moins chers, entre guillemets. Après, c'est au cas par cas, mais généralement, ils négocient, ils sont plus souples, on va dire, sur des conditions salariales. Mais bon, moi, j'allais dire, je pense que non, en fait. La réponse, pour moi, en tout cas, non, elle est évidente. Ils ne pourront pas se passer des joueurs africains. C'est pas possible. Jusqu'où ça va aller. De toute façon, il y en a encore deux qui restent dans à Naples. Voilà, ils vont crier. Mais après, je trouve ça juste dommage pour nos internationaux africains, quoi. C'est-à-dire que pour certains, jouer pour sa patrie, c'est un rêve. C'est même un devoir pour certains. Et le fait qu'eux soient obligés à chaque fois de choisir entre la nation et puis leur carrière, alors que d'autres, par exemple les Européens ou bien les latino-américains n'ont pas à faire ce choix-là, c'est juste pour eux forcément. Très bien. Daouda? Bon, en fait, je pense que sur la question, le président de la Fédération sénégalaise de football a déjà fait une sortie. C'était fracassant. Parce qu'il a dit exactement que soit De Laurentiis n'est pas intelligent, soit il est raciste. Mais dans son tweet, il a annoncé qu'il va garder la première option. Il n'est pas intelligent. Voilà. Ah. Il s'est récusé. Voilà. Non, pas qu'il s'est récusé, mais il n'a pas voulu être... Il a pensé les deux, mais bon, il dit qu'il est plus gentil. Il pense qu'il est plus gentil quand il dit qu'il n'est pas intelligent. Voilà. Et pour ce qui concerne l'entraîneur, lui, il a dit qu'il ne pouvait pas effectivement se passer. Parce qu'au-delà de tout, disons les choses clairement, je pense qu'on a eu le débat ici. Soyons clairs, et je pense que M. Magloire Diop, qui était notre expert du jour, a été clair là-dessus. Nous devons rester soudés, main dans la main, pour faire face à ce genre de situation-là. Et qu'on respecte l'Afrique et ses joueurs. Et ses compétitions surtout. Certains joueurs qui font comme les Messi et autres peuvent aller comme ils le veulent et revenir quand ils le veulent. Mais quand c'est les Africains, on se plaint. Sincèrement, je pense que le club ne peut pas être au-dessus d'un drapeau, surtout le drapeau orange-blanc-vert. D'accord, je vais être sûr que Isabelle n'est pas bleue du tout dans la question du football. Pourquoi je serais bleue? C'est vrai que je n'aime pas trop le football, mais bon, quand même. C'est pour ça que je disais ça. En fait, il faudrait qu'il y ait plus de réactions en ce sens, en fait, contre la sortie de Laurentiis. Voilà, et surtout qu'on ait aussi une voix de la Côte d'Ivoire qui puisse s'élever contre ces propos. Voilà, moi, on n'a entendu personne encore en Côte d'Ivoire, c'est ça? Bon, mais en même temps, moi, je pense pertinemment que les joueurs sont tiraillés entre justement la patrie et la carrière. Certains, quand même. Voilà, ils sont dans une situation assez cocasse. Mais pour revenir à ce que le président de la Fédération sénégalaise de foot a dit, moi, je pense que c'est son appréciation. S'il a perçu les propos de Laurentiis comme inintelligents, on ne peut que le lui concéder. Mais en même temps, chacun prêche pour sa paroisse. La CAN, c'est le seul moyen pour Aliou Cissé, qui est le sélectionneur sénégalais, de briller et de justifier son salaire en cas de victoire. Et de Laurentiis... De pratiquer sa passion aussi, quand même. Ancien footballeur, maintenant entraîneur, je pense que... Ils sont tous passionnés. Même de Laurentiis, il est passionné, croyez-moi. Sinon, il paye... Tu restes sur ta position. Il est resté sur sa position. Tu n'as pas bougé.
Malgré l'expert qui était avec nous. Et puis de Laurentiis, quant à lui, en fait, il veut s'accaparer les joueurs africains pour lui seul. C'est aussi un moyen de justifier et de digérer ses investissements. Parce qu'il investit. Donc, c'est un combat de coq entre deux esthètes. Non, attends, je vais finir. Non, tu vas finir, mais ce que tu dois savoir, c'est que la loi de la FIFA est claire. Il faut libérer les joueurs 14 jours avant les compétitions. La loi, c'est la loi. Duralex, Cedlex. La loi, elle est dure, mais c'est la loi. C'est Duralex, Fedlex, tu voulais dire. Ok, on a compris. En tout cas, je termine. C'est un combat de coq entre deux esthètes du milieu footballistique. Moi, ça me fait sourire. J'aime bien. Ça prouve qu'en fait, voilà, il y a encore du jeu, même pas que sur le terrain. Tout n'est pas que argent. D'accord. Duralex, Respectez notre Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera très prochainement en Côte d'Ivoire. Ce sera donc en 2024, en janvier, donc en Côte d'Ivoire. Les stades sont en train de pousser. Ils sont tout jolis. Et prenez rendez-vous avec nous. Le pays est beau, venez nous visiter. Ok, monsieur le président de Naples, Khalidou, qui sera certainement de la partie, c'est le champion en titre. Il sera de la partie avec son pays, le Sénégal. Et c'est très bien. On va y aller tout de suite pour la question sans filtre. Jusqu'où peut-on donc aller sur les réseaux sociaux? C'est la question sans filtre du jour. Les réseaux sociaux permettent à tout le monde de s'exprimer aussi librement que possible sur tous les sujets. Mais quelle peut être la limite de cette liberté? Peut-on tout se permettre de dire, de faire, de publier, de poster sur les réseaux sociaux? C'est la question sans filtre du jour et c'est Manuela Pocossi qui va réagir en premier. Oui, alors j'allais dire déjà, il faut partir du principe et se dire qu'Internet, les réseaux sociaux, c'est un peu comme la place publique. C'est-à-dire qu'on a le droit de tout dire, tout faire. Mais après, j'allais dire très rapidement, avant qu'on se lance dans le débat, qu'il y a des limites. La liberté d'expression a des limites. Donc il faut savoir qu'il y a certaines infractions, par exemple comme la diffamation, raconter des informations fausses sur les gens, divulguer ou partager des informations fausses, qui est réprimée par la loi. Et on peut se retrouver devant la loi. Parce que les gens pensent souvent qu'il y a une sorte d'impunité. Je suis de ceux, en tout cas, qui pensent qu'on peut tout dire sur Internet, qu'on peut parler de tout sur Internet, mais avec la manière. Voilà, parce que ça dépend des différentes cibles. On peut s'adresser à des enfants, on peut s'adresser à des étudiants, on peut s'adresser à des adultes. Donc on peut parler de tout, mais avec l'art et la manière. Et sachez que même derrière vos petits claviers sous couvert d'anonymat, vous n'êtes pas si bien protégés que ça aujourd'hui, parce qu'en matière de répression digitale, il y a de l'évolution. Très bien. T'as entendu? Nous insulter tous les jours. Vas-y, réagis alors. Non, c'est la caméra. D'accord, vas-y, réagis alors. Non, moi, je suis pour qu'on dise tout, mais tant que, justement, on ne diffame pas et qu'on ne sorte pas du cadre légal. Sinon, moi, je pense qu'on peut tout dire. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont souvent un exutoire pour plein de personnes. Il y a des personnes qui souffrent d'une timidité morbide et quand ils arrivent sur Internet, ils se lâchent. Mais c'est vrai, ils arrivent à s'épancher, à se livrer sur Internet sans sourciller, en fait, parce que c'est Internet. Donc, les gens peuvent critiquer, admonester, épingler, c'est leur droit. Tant qu'on ne tombe pas dans les insultes ou les injures gratuites, moi, je suis d'accord, quoi. D'accord. Daouda Coulibaly. En tout cas, merci, Kevin. J'aimerais juste rappeler la citation de Nicolas Boileau qui disait que ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Pour dire que simplement, partons du principe que pour moi, je suis un farouche défenseur de la liberté d'expression. Et j'estime qu'on peut tout dire, mais il faut tout dire dans la manière en fait. La manière est très importante. Parce que je prends mon cas personnellement. Dès 2011, j'ai été l'une des rares personnes à critiquer vertement le pouvoir d'Alassane Ouattara. Ouvertement. Ouvertement. Mais je ne suis jamais allé pour autant en prison pour ça. Parce que quand je critiquais, je le disais avec le ton et la manière. Et c'est pour dire aux gens qu'on peut tout dire sur Internet. Je dis non, on ne va pas tout dire parce que ça renvoie en fait à la notion de liberté d'expression. La liberté d'expression existe certes, mais ça doit être une liberté qui est conditionnée en fait par certaines valeurs. Et c'est pour cette raison d'ailleurs même que l'État de Côte d'Ivoire, lors de son dernier conseil des ministres, l'un des derniers conseils des ministres, le 9 mars dernier, a annoncé un projet de loi pour modifier la loi du 27 décembre portant régime juridique de la presse. Donc la loi sur la presse même a été étendue pour aller vers les influenceurs, vers les blogueurs, vers les activistes, vers les youtubeurs. Suivez mon regard, voilà, pour dire en gros qu'aujourd'hui, il y a des choses que vous dites, vous portez sur votre dos près de 1 million, 2 millions de personnes. Donc ce que vous dites a du poids. Donc faites attention
à ce que vous dites. La manière où vous nous insultez tous les jours, on est bête, on est vilain, on est ceci, on prend. Mais aussi, retenez qu'on peut porter plainte contre vous. Voilà, on a vos profils aussi. Ça, c'est un cri de cœur personnel. Non, c'est pas un cri de cœur personnel, je le dis. Je le dis parce que c'est important, c'est bien beau de s'asseoir derrière son clavier avec son Alcatel Pixie, connexion 200 pour insulter les gens. Je suis d'accord. Hein? Oui, c'est ça. On laisse prendre les marques, s'il vous plaît. Comment? Oui, tu as un petit téléphone de derrière, connexion réseau, pas sociaux, 200, insulter les gens. Est-ce que si on se voit En tout cas, tu souffres. Comment? La gars te fatigue. Hein. Non, il me fatigue. Non, c'est pas du jeu. Je sais que ce soir, ils vont me tuer. Pour conclure la rubrique, je dis pas moi. Mais c'est terrible. Isabelle. Bon, moi, j'ai envie de dire, les réseaux sociaux, en fait, voici des plateformes qui sont totalement gratuites, qui nous permettent, en fait, de communiquer. Après, il faut savoir quel contenu est-ce qu'on y met. Aujourd'hui, quand tu vas à un recrutement, etc., la première des choses que le recruteur va faire, c'est de taper ton nom dans Google. Et le référencement qui va sortir, c'est d'abord LinkedIn, Facebook, Twitter, etc. Donc, il faut vraiment faire attention au contenu qu'on y met. Par exemple, Facebook peut être utilisé pour être un prolongement de son CV. C'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas mettre, en fait, sur son CV peut se retrouver éventuellement sur ces différentes publications Facebook, LinkedIn, etc. Ensuite, on peut utiliser aussi cette plateforme-là pour faire du business. Il y a des personnes qui mettent du contenu qu'on appelle immature. Mais le contenu immature, là, ça draine une audience, en fait. Et finalement, il arrive à faire certains placements de produits, etc. Donc, on peut en faire aussi un business. Mais il faut vraiment trouver, en fait, son axe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sur Facebook et puis ne pas agir intelligemment. C'est-à-dire que c'est gratuit, donc soyons intelligents dans son utilisation pour en faire soit, voilà, exactement, soit pour en faire soit un business ou le business, ou un CV même, voilà, ou un CV. Oui. Moi, en tout cas, ça c'est mon point de vue. C'est mon point de vue, voilà. Moi, je suis pas d'accord. Enfin, je sais pas. C'est vrai, on peut justement utiliser les réseaux sociaux pour en faire un business, pour se faire remarquer par une société de la place. Mais je veux dire, il faudra aussi que ce soit à but ludique. Tellement j'aime l'argent, j'ai failli dire lucratif. Un business lucratif, voilà, ça rime ensemble. Ça rime pas, mais en tout cas... ça va ensemble. Ça va ensemble. Ouais. Du coup, oui, donc on peut parler de tout sur les réseaux. On peut parler de sexualité, on peut parler de façon immature, on peut parler de films, on peut parler de tout. En fait, il ne faudrait pas qu'on ensevelisse certains sujets au profit de d'autres. Enfin, pour moi, on peut parler de tout. Non, en fait, c'est que tu ne m'as pas comprise. En fait, je veux dire, en fonction de ta passion, en fonction de ce que tu aimes faire, tu peux te créer, en fait, une identité numérique pour avoir une audience, pour avoir, en fait, des gens qui vont te suivre. Et avec ça, là, qu'est-ce que tu en fais? Intelligent, exactement. Il faut pouvoir capitaliser, donc avoir des placements de produits, etc. Mais donc pas pouvoir le but, en faire un. c'est pas non, le but c'est pas de tout le monde. C'est pas le but de tout le monde, mais je veux dire. Il faut en faire une utilisation intelligente. Et pour moi, c'est soit par un business ou alors par, comment dirais-je, un prolongement d'un CV. Après, ça peut, ça peut être... Non, ce que j'en dis, j'allais dire que, bon, pour résumer, je suis d'accord avec ce que chacun a dit. Et chacun utilise les réseaux sociaux pour ce qu'il veut, comme il veut. Et après, je pense que ça relève tout simplement, encore une fois, on le disait, de l'éthique et de la morale de chacun. Voilà, quand on croise quelqu'un dans la rue, quand on rentre chez quelqu'un, quand on va au travail, quand on va à l'école, quand on est sur un plateau télé comme nous, on se respecte. Ça, c'est des règles d'usage, je pense, de base. Et c'est pareil qu'il faut en tout cas appréhender les réseaux sociaux. Voilà, les réseaux sociaux ne sont pas forcément noirs, mauvais. Il n'y a pas que du mauvais dessus, il y a du très bon aussi. Mais à nous de faire preuve d'un peu plus d'éthique et de bienveillance aussi. Au-delà de ce qu'elle dit, c'est comme une arme à feu en fait. Les réseaux sociaux, c'est comme une arme à feu. Oui, l'arme à feu n'est ni bon ni mauvais. Ni bonne, pardon, ni mauvais. C'est comment est-ce que toi, tu utilises cette arme à feu-là, en fait. Aujourd'hui, les gens ils utilisent les réseaux sociaux comme une arme de... En fait, Facebook de destruction, peut-être pas massive. Mais bon. Il faut le dire, parce qu'en fait, aujourd'hui, Facebook, Twitter, Instagram, c'est devenu en fait le tribunal pénal. L'exutoire de beaucoup même. Tu as l'impression que le même gars qui est incapable de te voir dans la rue, te parler clairement, quand il est sur les réseaux sociaux, il se permet tout. Mais je te donne un cas. Ça m'a vraiment... En fait, ce cas m'a vraiment fait pitié, en fait. Il y a un jeune homme qui a passé son temps en train de faire du bashing sur une dame que je connais. Il a fait du bashing, il est insulté à tout moment. Bizarrement, le karma est méchant. Ils vont à un recrutement et ils sont assis, la dame est dans le comité de recrutement. Et les deux sont face à face. Il fait comment? Ils se sont reconnus. Allô? Ils se sont reconnus. Mais lui, quand il est sorti, il pensait qu'en fait, il avait échoué. Mais malgré tout, la dame lui a donné l'emploi. Pour lui donner un conseil, pour dire que la vie ne se résume pas seulement que sur les réseaux sociaux en train d'insulter matin, midi, soir. Parce gagner des likes. Des likes. À cause de quoi? De quelques likes, quelques partages. Juste pour élever ton ego trip.
C'est ton ego que ça flatte. Sinon, à part ça, il n'y a rien en fait. Très bien. Mais pour terminer, il faut dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui se jettent dans la délation, la fausse accusation, les injures inutiles, mais au final, sachez que ce que vous insultez, parce qu'à la limite, c'est du harcèlement que vous faites. Et la personne a le droit de porter plainte contre vous. Et après, ça peut vous rattraper. On a vu le cas ici avec la jeune dame où on parlait de profanation de tombe de Arafat Digi. Exactement. Ils sont allés, elle a dit autre chose. Elle a fait de la prison pour ça. Il a fallu, comment on appelle ça, une levée de bouclier collectif de tous les Ivoiriens pour dire franchement, c'était un peu trop dur pour qu'on la libère. Mais écoutez, moi, mon dernier mot, hein, vous savez, quand vous regardez notre émission sur les réseaux sociaux, nous, derrière, on aimerait donc savoir ce que vous pensez, mais réellement de l'émission, ou peut-être les sujets que vous aimeriez qu'on développe sur notre plateau. Mais au lieu de ça, j'ai été très peiné de voir que vous injuriez même les femmes sur ce plateau. C'est choquant, c'est choquant. Faut arrêter, faut arrêter. Faut arrêter parce que comme il a dit, on peut porter plainte contre vous. Hein. On peut faire ça. On est des êtres humains. Quand vous faites ça, là, c'est pas bon. Faut arrêter d'insulter les gens, d'insulter ces belles dames ici avec nous, surtout le pauvre Daouda. Hein. Ils ont fait capture de son image pour balancer. Arrêtez. C'est pas joli à voir. On fait une pause, on va revenir derrière. Merci de regarder le tour des vacances sur Live TV, la télé sans filtre, Canal 6, TNT 206, des bouquets Canal+, 19h45 du lundi au vendredi. Et vous êtes au rendez-vous. Nouvelle rubrique qui fait son entrée dans cette émission, Écho de chez vous. Oui, chers téléspectateurs, c'est vous qui faites cette rubrique. Envoyez-nous les nouvelles de votre localité à travers une vidéo de 2 minutes maximum. Nous nous ferons donc le plaisir de la diffuser dans cette émission. On ouvre le bal aujourd'hui avec la commune d'Anyama. On aime bien précisément le quartier de Bonheurville. Regardons ensemble cette vidéo. Blanc-Cros, précisément appelé Bonheurville, est un quartier situé dans la commune d'Anyama. Cette population est de 3000 âmes environ. Aujourd'hui, les habitants de Bonheurville sont dans un désarroi et vivent un véritable cauchemar. Nous habitons dans la commune d'Anyama, loin de Kobakro, à Ndotre, à Bobo. Dans le quartier, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant, il n'y a pas école. Regardez ce que nous vivons ici. L'eau depuis, c'est ce que nous pouvons ici. Pas d'eau, pas de courant. L'état des routes est dégradé. Un peuple sans eau, vraiment, c'est très dangereux. Nous n'avions qu'un seul puits au sein du quartier. Les courriers qui ont été adressés à ONEP pour le problème d'eau. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore réglé ce problème-là. À partir de 18 h, le quartier commence à faire peur. Le quartier fait peur parce qu'il n'y a plus de lumière. Chacun est obligé de se terrer chez lui. Et en tout cas, même si tu as un besoin, tu ne peux pas sortir parce qu'il n'y a plus de lumière, les voies ne sont plus éclairées. Après le courant, on a encore le problème de route. Nos femmes sont enceintes pour qu'elles puissent aller accoucher parce que nous sommes situés dans une zone où il n'y a vraiment pas de maternité publique. Les enfants, à défaut d'électricité, n'arrivent pas à étudier convenablement. Les résultats scolaires sont donc catastrophiques. Je m'appelle Myriam, je suis en classe de terminale. Comme vous le constatez, nous avons des difficultés à étudier. Donc nous prions l'État de nous venir en aide. Je m'appelle Abdou. Nous prions l'État de nous venir en aide car nous n'avons pas de courant pour étudier. Nous allons remercier Vasco pour cette vidéo. Faites comme lui, hein. Jouez-vous les reporters pour nous ramener les vidéos de certaines circonstances ou des faits donc, qui se passent dans vos différentes localités. Le numéro de téléphone, il est WhatsApp. N'appelez pas ce numéro, c'est WhatsApp seulement hein, pour envoyer les vidéos. 07 08 76 00 00. Il s'affiche à l'écran d'ailleurs. OK ? Pas de vidéos pour décrier des problèmes, ok? Mais c'est des vidéos, ces situations-là que vous avez, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, ok? C'est des situations que vous vivez chez vous. Je rappelle le numéro de téléphone, 07 08 76 00 00. Événement heureux aussi, vous pouvez, quand il y a un mariage, un anniversaire, il n'y a que du bonheur sur Live TV. On peut décrier, critiquer certaines choses, mais on diffuse aussi le bonheur. Donc, vous pouvez nous ramener certaines vidéos donc, de certaines fêtes chez vous, ok? Voilà, merci d'être avec nous sur Live TV. Vous n'avez pas de réaction Moi, j'ai juste envie de dire que Bonheurville s'est métamorphosé en Malheurville. D'accord. Le quartier s'appelle Bonheurville. J'aurais pas dû te laisser parler. Mais c'est ironique. Bonheurville, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas courant Bonheurville. Oui, je sais, mais bon, tu dramatises. Ça va se régler. Ça va se régler. Hein, parce que tous les sujets qui sont passés ici ont eu solution après. Qui sont passés dans cette émission ont eu solution.
Ok, merci d'être avec nous à présent. C'est la rubrique coup de cœur, coup de gueule. Et c'est coup de gueule et coup de cœur. On va commencer par un coup de gueule. Oui, c'est ça, j'ai un coup de gueule. Tu voulais commencer avec tu oublies Non, comme tu veux, chérie. Tu oublies de froisser ton visage comme ça. Il se fait fâcher. Quand toi, tu fais un coup de gueule, là, tu souris. J'ai un fâcher. coup de gueule, chers téléspectateurs. Il se fait fâcher avant de parler. Je suis totalement atterré des railleries que subit l'une des influenceuses les plus populaires de l'Afrique francophone. Je fais allusion à Coco Emilia, a.k.a. Biscuit de mer. C'est ça, le seul biscuit qui ne fond pas dans la mer. Et depuis quelques jours, elle est victime de l'irrévérence de certains internautes. On sait que Coco Emilia a connu une cérémonie fastueuse de mariage qui s'est soldé par un échec cuisant. Son futur ex-mari est décrit comme, c'est pas moi qui le dis, hein, il est décrit comme un gigolo qui a fait preuve d'une ruse admirative par des gens comme Daouda. Et les internautes se sont donc saisis de l'affaire. Tu sais que je vais tirer. Donc continue. Vas-y. Tu as ouvert le bal. Non mais, plus sérieusement, plus les jours défilent et plus ils ironisent sur la potentielle naïveté de Coco Emilia. Bon, il la traite de naïve, il lui rappelle qu'elle s'est faite berner alors qu'elle se vantait d'avoir trouvé l'homme parfait. Bref, ils n'y vont pas de la même morte. Et en fait, je trouve archi malsain cette obstination en rapport avec la vie privée d'une personne, surtout quand on parle d'une histoire amoureuse qui a mal fini. Ressasser à longueur de journée à une femme, aussi connue soit-elle, hein, elle est connue, il n'y a pas de souci, elle est très populaire, aussi connue soit-elle, qu'elle a fait un mauvais choix de vie, la narguer perpétuellement de la sorte, sans se soucier de sa santé mentale, je trouve en fait que c'est fait preuve d'une toxicité affligeante et consternante. Et franchement, on a tous vanné Coco Emilia sur son divorce, enfin, son futur divorce. Moi, le premier, surtout dans le canapé des affaires. Donc, tu étais dedans? Non, je l'ai vanné vite fait, une seule fois. Moi, ce n'était pas une obsession. Voilà. Mais en faire une obsession permanente, c'est trop. Ce n'est ni la première, ni la dernière à s'être séparée d'un homme. Ce n'est pas la seule femme qui s'est faite berner. Souvent, soyez indulgents et surtout, soyez conciliants. Ce qui arrive à Maclacla peut arriver à Macloclo. Merci. Ça a fini. C'est pas toi le présentateur. Je t'ai demandé si tu as fini. Emilia, non, on n'a pas de rapport, mais comme je t'ai dit, moi je l'ai vanné comme tout le monde, surtout quand il y avait l'inimitié entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun en rapport avec la CAN. Elle était assez virulente à l'endroit des Ivoiriens. Mais bon, moi je l'ai pris avec beaucoup de fair play. Donc, je l'ai vanné comme tout le monde. Mais en fait, là, c'est totalement un acharnement qui ne dit pas son nom. Et qui n'a pas de sens. En fait, moi, je te pose la question pour que tu nous renseignes si, vrai ou faux, l'anneau était en plastique. S'il y a poil dans ma main, il faut tirer. Vraiment, je ne sais pas. Parce que quelque chose, ils ont acheté, on dit, en Suisse. J'ai taillé plusieurs millions. Vraiment, je ne sais pas. Mais peut-être Daouda va te dire. Non, en fait, Kevin, je pense que c'est pas ce que tu as fumé aujourd'hui. Oui. Mais il faut changer de fournisseur. Pourquoi? Non, changer de fournisseur. Parce qu'aujourd'hui, là, vraiment, même Eric a pris une balle perdue. Il veut répliquer, en fait. Mais l'idée, c'est que je comprends l'acharnement que subit et Coco Emilia. Je dis sur Internet, souvent, les gens disent des choses, ça fâche, ça blesse. Souvent, ils ne se rendent pas compte en fait, de ce que les gens subissent seuls dans leur lit. Mais n'empêche qu'elle aussi, vraiment, parce qu'il faut rester un peu tranquille aussi. Parce que, non, à la limite, hein, je pense que les gens l'ont vanné. La plus grosse masse de ses fans, en fait, c'est en Côte d'Ivoire ici qu'elle a, en fait. Donc, du coup, il y a des gens qui n'ont pas encore oublié à faire des canards. Il y a des gens qui sont rancuniers. Hein. C'est pas comme nous, là, nous, tu nous insultes. Nous, on attrape, après, ça passe. Ça passe. Mais il y en a, ça on passe oublie pas. très vite. Mais ça, elle aussi, souvent, de faire profil bas. Et c'est le lieu pour moi aussi d'attirer l'attention des femmes et des hommes. Vraiment, quand tu as ton pain, là, on se cache pour manger son pain. Tu as pris ton pain, tu as mis ça au soleil. Vraiment, si le pain était mouillé, vraiment, ça sert à ta mère qu'en fait. Non, mais je la comprends, j'ai pitié d'elle. Chers amis, on en parlait dans notre rubrique Ça fait l'actu, on en a parlé. Hein, qu'est-ce qu'il faut publier sur les réseaux sociaux? Vous savez, en Europe, ces situations, dans Question sans filtre plutôt. Okay? Question sans filtre. Okay. Qu'est-ce qu'il faut publier sur nos réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il faut commenter? Vous savez, en Europe, il y a des gens qui se suicident juste parce que vous vous acharnez sur eux. La pauvre dame, belle, qui essaie de construire sa vie. Vous faites tout ça là ici, demain ça arrive, je touche du bois. Il ne faut pas que ça arrive. C'est ça. Bon courage hein, et merci pour ce coup de gueule. Asia, mamie. Au Cameroun, on dit Asia. Ça veut dire Yako. Yako. Asia. Asia, Emilia. Asia. C'est ça, il dit Sakra, Sia, Boutou. Notre Yako, là. C'est pas la même chose? Sakra, Sia, Boutou, comme on a qu'à laisser. Vas-y, Manuela, pour ton coup de cœur.
Oui, coup de cœur, voilà. Je vais envoyer des gros coups de cœur même pour Serena Williams. She's killing it en couverture du Vogue dans sa superbe robe bleue. On le verra à l'écran avec sa fille Olympia. Elle est juste magnifique, plus rayonnante que jamais, comme la grande championne qu'elle a été. Serena Williams, c'est qui? Serena Williams, pour ceux qui ne la connaissent pas, parce que je pense que pas mal de monde la connaissent quand même, c'est la première tenniswoman afro-américaine, précisément, qui a refusé de faire un choix entre carrière et famille, pour citer ses propres termes, parce qu'elle le trouve injuste et que c'est un choix qu'on ne demande jamais aux sportifs masculins. Elle a 41 ans aujourd'hui. Elle est de celles qui ont poussé du coup de le racisme sur les cours de tennis, le body shaming aussi, parce qu'il faut savoir que Serena Williams était pas mal moquée, pas mal critiquée pour sa musculature particulièrement développée. En termes de mental, c'est une gagneuse aussi, c'est une battante. Elle a ressuscité plus d'une fois sur les cours après blessure, grossesse. Les gens qui disaient même ces dernières années qu'elle n'avait plus rien à y faire alors qu'elle continuait de remporter des titres du Grand Chelem. Et en termes de résultats, Serena Williams, c'est 23 titres du Grand Chelem. Elle jouera d'ailleurs le dernier US Open à partir du 29 août pour les passionnés. C'est aussi une fondation qui perpétue aujourd'hui son savoir, dans laquelle elle compte s'impliquer davantage maintenant, puisque retraite sportive, mais surtout, Serena Williams, c'est l'héritage de la vision et de l'abnégation exceptionnelle d'un père de famille qui s'appelle Richard Williams. Il a façonné une autre championne qui n'est autre que sa sœur Venus Williams. Et je vous recommande le film King Richard ou La méthode Williams en français. C'est un film à voir quand vous êtes en panne de motivation, en panne d'inspiration, quand vous êtes face à des épreuves difficiles dans la vie. Et franchement, c'est un des derniers rôles de Will Smith en plus que tu adores, Isabelle. Je le recommande fort. C'est juste magnifique. Et puis bon vent à elle. Il faut applaudir pour accompagner Serena Williams à sa retraite pour s'occuper mais totalement donc de sa famille. Moi, je te fondais avant. Moi, je le suis toujours. C'est vrai que tu as moi, je le suis toujours. Il y a toujours moins, mais là, elle est libre. Entends toi-même, tu es pour la polygamie, donc pourquoi pas? D'accord. Est-ce qu'elle est pour la polygamie? D'accord. Ah, va te dire, il faut l'appeler. Ou il y a poil dans ta main encore? C'est pas moi qui l'ai tiré cette fois. C'est pas moi. L'actualité décalée, c'est avec notre ami de Perpignan. On ne peut pas laisser passer, c'est tout de suite. Qu'est-ce qu'on ne peut pas laisser passer, monsieur de Perpignan? On ne peut pas laisser passer tout ça. Comment ça va? Ouais, ça va. 10 ans en Europe, ça va. Déjà bien. C'est quelle Europe? Ça va. Ma poule. C'est chaud bouillant, hein? Ouais, parce que quand j'ai vu Serena... Serena. Tu dis tout en baoulé vers la fin. Non, mais au commencement, tu le baoulé. Serena Williams. Moi, j'ai dit à ma chérie, il faut piler pour toi. Elle dit, il ne faut pas aimer muscler. Elle fait tennis, elle n'aime pas muscler. Toi, tu piles pour tout, c'est ça que j'ai musclé. Bref, mais on ne peut pas laisser tout ça passer quand même, comme ça, inaperçument. N'est-ce pas? Non, mais souvent, il faut créer ton français. Hein. Néologisme Il faut créer ton français parce que le français est élastique et est compréhensible pour certains. Parce que vous parlez gros français, il y a des gens, ils sont à la maison, ils ne comprennent pas gros français. Et Kevin, tu as entendu? Tu as entendu? Non, Kevin, lui, il est là pour ceux qui parlent gros français. Toi, tu es là pour ceux qui parlent moins. Aussi, souvent, il y a les mots. Hein. Voilà. Il faut arrêter ça, faut arrêter ça. Bien. Alors, revenons à nos moutons qui s'échappent parce qu'il y a des choses qui sont non dites. Voilà. Et donc, je dois dire ça. Bon, voici mon équipe. Si demain quelque chose m'arrive, prenez-nous tous avec nous. Ce que tu dis n'engage que toi. Non, on a une équipe ou pas? Non. On se désolidarise. Vous voyez les gens? Ça ne veut pas commencer. Pourtant, c'était 1 million. Donne-moi aussi. Mais quand il y a des problèmes, personne ne partage. Et là, ça, c'est ce que M. Kakabe, mon ministre préféré, en tout cas dit. Hein, et voilà, moi je dis, ce monsieur aurait dû prendre son budget pour subventionner le riz. Mais voilà, il dit que oui, par rapport à l'amnistie. Bon, en tout cas, c'est que... Il faut faire attention, c'est amnistie. En fait. Quoi? Faut pas te blesser. Amnistie. Très bien, voilà. Voilà, que les gars de PPAC demandent. Il dit que non, normalement, c'est une loi. Et la loi, ça va à l'Assemblée nationale. Et quand ça va à l'Assemblée nationale, la PPACI, ils ont des députés. Ils auraient dû commencer par là-bas. Bon, monsieur Kakabe, quand même, vous êtes le ministre de la Réconciliation. De toute façon, vous avez parlé là, on dirait que vous êtes sur un côté, et puis ça ne vous dit rien. Attention, n'est pas dit ce qui n'est pas disable. Alors, en tout cas, le président et son premier ministre, moi, monsieur le président, vraiment, je voudrais saluer ce choix de Patrick Achi, parce que Patrick Achi est le ministre de tout. Il y a de tout, il fait tout. Ministre. Le premier ministre, on a l'impression que dans ce pays, c'est lui seul qui fait le travail. N'oublions pas, ce qui n'a pas été quand même montré, c'est que son ex, enfin, pas son ex, celui qui était avant lui, M. Kablan Denkan faisait pareil. Il l'a épuisé. Méfie-toi. Tu es en train de faire tout là. Bien.
Mais en tout cas, il dit la vision 2030 du président de la République. Le président aussi, il ne comprend pas. On n'a même pas encore arrivé à 2025. Tu projettes aller de vision 2025 et 30. Pourquoi? C'est comme ça que je construis un pays. Non, mais c'est un mandat. 2025, c'est fin de mandat. Laisse celui qui vient faire sa vision 2030. Mais quand toi, tu fais encore vision plus de 5 ans, ça veut dire que tu te projettes dans ta vision. Et si c'est dans ta vision, c'est que c'est toi. Bon. Alors, donc, le Premier ministre va lancer demain ce truc-là qu'on appelle PEPITE, c'est-à-dire que programme pour aider les petites et moyennes entreprises. C'est très important. Voilà, pépitre, c'est ça? Pépitre. Voilà. Alors, ça me fait rire, je ris déjà. La diplomate sénégalaise qui est au Canada a été tabassée par son propriétaire. Bon, diplomate, quand même, c'est ambassadeur, meilleur. Normalement. Mais comment elle se fait tabasser? Pour combien? Pour 22 millions de francs CFA. Pourquoi? Parce que la maison qu'elle louait avec sa famille, elle a laissé la maison dans un état pas possible. C'est-à-dire qu'elle a transformé le Sénégal au Canada. Il paraît qu'elle a laissé elle a laissé même des céréales qui ont appelé les cafards et les cafards sont multipliés. Maison des Blancs. Tu es parti avec Tchaboudienne, aller salir maison des gens. Tu es diplomate. Et après constat, on dit les dégâts là, ça fait 22 millions de francs CFA. Il faut payer, tu dis encore, tu ne payes pas. Ton côté là est sorti. Voilà, maintenant ils t'ont frappé. Ah, le ministre... Est-ce qu'il faut porter main à une femme? Non, une femme qui ne paye pas... Non, une femme qui ne paye pas l'argent, ça c'est autre chose. Non, faut pas. Entre elle-même femme, quand tu as encaissé ta camarade de paix, tu dois, tu ne payes pas. Tu la frappes. Non, il ne faut pas. C'est la justice qui règle cette situation. On va prendre les pancartes pour aller le taper. Non, ceux qui l'ont frappé, on dit que c'est les policiers qui l'ont frappé, mais c'est les policiers femmes. Donc c'est entre eux, femmes. Une femme peut frapper une autre femme. Alors, écoutez, il y a un groupe de jeunes qui sont levés depuis hier, qu'on appelle le CONUSU, c'est ça, non? Toi, tu les connais bien, là. En tout cas, on dit que c'est un groupe, ils sont levés, ils sont proches du RHDP. Ils disent que la récréation est terminée. Que les 49 soldats, là, ils donnent 24 heures au Mali de les libérer. C'est des jeunes, ils ne savent pas sur quoi ils comptent, mais ils ont donné avertissement. D'abord, ils disent qu'ils vont aller voir l'ambassadeur, après, ils vont voir la communauté malienne qui vit ici, après, ils vont lancer un sursaut sur terrain. Et on vient d'apprendre hier que le Mali a reçu des équipements militaires de la part de la Russie. Dernier hélicoptère, ils ont fait sortir. Ils ont ça. Eric, pardon, aide-moi. Je vais dire le nom des hélicoptères et puis tu me dis s'il y en a ici. Moi, je ne suis pas l'armée. Non. Attends. Je te dis et puis tu me dis. Pourquoi tu me mets? Non. Je te pose la question. Bon, toi, tu es plus proche du pouvoir. Toi. Ça veut dire quoi, toi, tu es plus proche du pouvoir? Bon, toi, tu connais quelques-uns de là-bas. Tu es plus proche du pouvoir. Affirmer votre appartenance, ça fait quoi? Alors, on vous connaît, hein? Voilà. Alors, regardez, avion de chasse N-39. Tu connais? Il ressemble à crapaud. Est-ce qu'il y en a ici? Non. C'est bien dit. Sukhoi 25. En fait, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a ici? On a mieux. Il y en a Sukhoi 25? On a mieux. Baba. Mi-24P. On a mieux. OK. Bon, en tout cas, on vient de livrer avion aux Maliens. Je vous ai dit, quand vous partez faire votre défilé là, arrêtez de montrer aux gens nos armements. Voilà, maintenant vous allez montrer. Le Mali a vu que ce qu'on a là, ça ne peut rien faire. Dans un défilé, on ne montre pas tout en fait. D'accord, donc le Mali... Tout, le temps ne suffit pas. On a montré juste un peu pour le défilé. Bon, mais en tout cas, la Russie vient de donner hélicoptère encore, avion de chasse aux Maliens. Vous dites que votre affaire de 49 millions, là, ce que vous voulez faire là, ils vont en train de dire qu'il y a... Nous, on a vu nos brouettes qui ont défilé là, les brouettes là. Attention, nos drones là. En tout cas, c'était les drones... En tout cas, c'était les drones multimédia. T'as fini? Pour faire mariage. Voilà. Allez, oust, sors d'ici. Merci, monsieur de Perpignan, qu'on applaudit. Voilà, c'est l'actualité décalée à sa façon. Merci beaucoup de nous regarder, mais chaque jour, ne manquez aucune seconde de cette émission. Du lundi au vendredi, 19h45 avec Daouda Coulibaly, Isabelle Vauvor, Kevin Aubin, Manuela Pokossi et moi-même, Eric Landry, pour vous servir. Restez connectés avec nous chaque jour, 19h45, je l'ai dit, parce qu'ici... Tout se dit. Bye bye.